juste quelques points techniques avant de démarrer la soirée. Donc, juste pour dire qu'on est en direct en même temps sur Facebook. Donc, si des personnes ne veulent pas apparaître ou comme ça, coupez votre caméra pour pas avoir voilà, de soucis. On est assez nombreux et les personnes continuent d'arriver. Donc, vraiment, merci d'être aussi nombreux. Et puis, sur Facebook, on redonne les codes de la réunion pour permettre à d'autres de pouvoir nous rejoindre directement sur place. Mais donc, du coup, on coupe les micros de tout le monde. En allant sur participants, vous avez la liste des participants qui s'affiche. Et tout en bas, vous avez levé la main. Donc, à la fin, quand on fera un temps de questions-réponses, on pourra avoir des prises de parole. Et voilà. Mais pendant toute la conférence, ce qu'on vous propose, c'est que si vous avez des questions, les micros resteront coupés, mais vous avez le chat qui se fait avec le bouton converser. Donc, qui est en bas. Quand vous descendez la souris, vous avez conversé et donc il est possible de poser des questions et on essaiera de les suivre donc, au fur et à mesure. Voilà, donc on dit bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Si vous voulez encore nous rejoindre sur la conférence Zoom, vous avez les codes dans le chat Facebook. Et je donne la parole à Michael pour quelques mots d'introduction peut-être avant de démarrer même la présentation. Parfait, parfait. Oui, en tout cas, on veut chaleureusement saluer chacun, vous souhaiter la bienvenue. On est heureux de voir que déjà on est à plus de 60 et puis les participants continuent à arriver. Donc c'est une soirée, c'est pas une première pour Zoom, mais on a quelque chose qui est une première puisque ce soir, pour notre conférence, on va avoir 5 intervenants. Du nord, du sud de la France, mais aussi du Congo, de l'Albanie et de la Roumanie. Donc ça va être une soirée un petit peu particulière et puis on s'en réjouit d'avance. Donc je vais introduire la conférence et puis à la toute fin, lorsqu'on aura fini les interventions, il y aura aussi un temps d'échange, de réaction pour les uns et les autres. Où on sera heureux de pouvoir interagir, soit pour entendre les remarques des uns ou des autres, ou éventuellement les questions aussi que vous pourrez nous proposer. Et donc, je vous propose qu'on entre dans le sujet. Et donc, comme je vous l'expliquais, malgré le fait qu'on soit avec notre écran interposé, moi j'appellerais presque ça une conférence canapé, mais en réalité, ce soir, on voudrait être plus sur un mode voyage et on ne va pas s'attendre à voir un exposé ni académique ni universitaire, mais beaucoup plus un échange de témoignages et sur la base de ce qui est vécu sur le terrain. Et puis, comme quand on part en voyage, en fait, le paysage défile et puis on se laisse surprendre. Il y a des choses qui nous touchent. Tout le monde n'est pas touché par la même chose. Mais en tout cas, la posture qu'on vous propose, c'est celle voilà, d'être réceptif et puis d'entendre ce qui va être partagé un peu comme des parcours de vie. Et puis, vu qu'on a tous nos parcours de vie, eh ben, ceux des autres peuvent aussi nous toucher. Alors, vu que je vous parle de voyage, je vous emmène déjà avec moi. J'avais pensé à une fusée au départ, mais c'est trop cher et ça pollue. Alors, on va partir en deltaplane. Et puis, on plonge directement. Je vous emmène avec moi dans notre premier lieu. On va partir ensemble à l'association La Gerbe, donc, qui organise cette conférence, mais je vous emmène particulièrement à Équevilly, là où on a la ressourcerie, qui d'ailleurs a réouvert ses portes lundi. Si donc le cœur vous en dit, vous pouvez venir aussi nous rencontrer là-bas et découvrir un petit peu la vie de notre équipe. Mais je reviens à notre sujet. Alors, pourquoi la résilience? Pourquoi la question des relations avec la résilience? Alors, premièrement, parce que la résilience, ça implique nécessairement qu'il y a eu traumatisme pour avoir résilience. Et moi, j'appellerais ça la question du « et après ». Tous nous sommes concernés de près ou de loin, soit personnellement, soit par des proches,
par des questions de trauma, de moments où en fait la vie, elle est forcée à s'arrêter, être mise en pause. Et donc va avec cette question-là toujours la question de et après? Comment je me remets debout? Comment je me remets en marche? Et en fait, il se trouve que non seulement c'est quelque chose qui nous concerne tous, mais actuellement, on a presque un cas d'école avec la question du coronavirus, puisque ça fait 2 mois, je vais parler pour la France, que notre pays est à l'arrêt et en fait, chacun chez soi, l'économie s'arrête, crise sanitaire qui met aussi le tissu social, bon économique évidemment, à rude épreuve et on n'a pas encore fait tout le tour de la question, mais à un moment donné, on va se poser la question et après? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrive à se remettre debout? Et il faut reconnaître qu'un certain nombre de questions n'ont pas encore de réponse. Alors ce soir, l'idée, c'est pas d'avoir une conférence anxiogène, mais c'est de pouvoir aussi se questionner de manière globale sur quel est notre regard sur la société, qu'est-ce qu'on peut mettre aussi en place pour peut-être accéder à nos ressources. Alors je vais vous proposer 3 définitions de ce qu'est la résilience. Boris Cyrulnik nous propose celle-ci, reprendre un processus de développement après une agonie psychique. Donc là, on identifie bien que c'est quelque chose qui s'adresse à la personne humaine. Il y a eu un traumatisme qu'on n'arrive pas à intégrer sur le moment. Il y a quelque chose qui s'arrête et ensuite la vie va reprendre. Et on va se questionner sur qu'est-ce qui permet à cette vie de repartir. Une deuxième définition qu'on pourrait avoir, c'est la capacité de tout organisme, que ce soit la personne humaine, que ce soit une communauté, à accéder à ses ressources intérieures après une crise ou un trauma. Puis une troisième définition, et puis je ne vais pas vous en faire d'autres, mais une qui me plaît bien aussi, qui est un regard de Boris Cyrulnik, encore une fois, qui propose cette idée que lorsqu'il y a un sol dans le milieu agricole qui est résilient et qu'il y a un incendie ou une inondation qui a frappé ce sol, la vie s'arrête. Il y a quelque chose qui casse, mais ensuite il y a une nouvelle vie qui se développe, une vie qui va être différente, mais pourtant intéressante. Et là aussi, ça nous interpelle sur cet aspect organique de la résilience qui n'est pas une série de méthodologies ou quelque chose en cascade qui forcément va entraîner quelque chose, mais qui est bien l'idée d'avoir une ressource à sa propre terre, peut-être au niveau agricole, comment un arbre, comment une plante va accéder à sa terre et va tirer les ressources pour pouvoir se remettre d'un traumatisme, mais aussi peut-être moi en tant qu'être humain, comment j'accède à ma terre intérieure pour pouvoir me relever, ou alors une communauté qui accède à ses propres ressources. Et ça nous ramène à cette question de notre société. Est-ce que notre société, elle ressemblerait, comme à cette illustration, à un grand château de cartes qui est magnifique par bien des aspects, mais qui est peu capable d'être bousculé dans ses fonctionnements, dans ses fondements, et qui court le risque de s'effondrer. Là encore, ce sont des questions qui nous traversent, puisque on entend depuis des années ces risques d'effondrement, les thèmes de collapsologie, peut-être vous en avez entendu parler, effondrement économique, effondrement écologique, crise sanitaire, etc. On n'a pas l'ambition ce soir de répondre à toutes ces questions, mais en tout cas, ce sont des questions qui nous traversent et qui nous interrogent de se dire, est-ce que notre société est conçue de telle manière à pouvoir encaisser des chocs, ou alors au contraire, a-t-elle une fragilité inhérente dans sa manière d'être organisée? Et là aussi, on va proposer des pistes de regard sur la société. Alors, la résilience, comment est-ce que ce terme il est apparu? Pour beaucoup, on connaît Boris Cyrulnik, qui l'a popularisé, qui l'a beaucoup approfondi, mais en réalité, le terme il a été découvert et puis inventé par une psychologue qui s'appelle Amy Werner, qui, entre l'année 1970 ou 72 et sur 30 ans, a mené une étude sur une cohorte de 600 enfants qui est issue de communautés défavorisées et souvent de familles dysfonctionnelles. Et le regard que Amy Werner a porté s'attendait plus ou moins à voir une reproduction sociale de ce qui avait été vécu par les enfants. Et à sa surprise, un tiers de ces enfants, arrivés à l'âge adulte, ont trouvé une forme d'équilibre, ont fondé un foyer, ont trouvé un travail, se sont insérés dans la société. En fait, ils ont trouvé leur place et leur équilibre. Et ça a beaucoup questionné Amy Werner qui, en fait,
s'est intéressé aux points communs qui traversaient la vie de toutes ces personnes. Et un des points fondateurs qu'elle a mis en lumière, c'est le fait que pour chacun de ces enfants qui venaient de familles difficiles, il y avait au moins une figure d'attachement à l'extérieur de la famille, souvent un professeur, un éducateur, qui était à l'écoute de l'enfant, qui était aussi dans la sollicitation, le questionnement, et donc qui renvoyait l'enfant vers la propre lecture de sa vie, et puis qui était aussi dans l'encouragement. Et c'est comme si ces relations qui ont été créées ont créé des points d'ancrage qui ont été une fenêtre ouverte pour ces enfants vers l'idée qu'il y avait autre chose de possible à côté du chemin que leur vie avait pris au départ dans leur famille. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y a aussi quelque chose qui a été mis en évidence, ce sont les facteurs de protection, qui sont en fait des éléments que l'on trouve chez les personnes résilientes à travers la confiance en soi, la confiance chez les autres, en les autres, et la confiance en l'avenir. Confiance en soi qui va se manifester par une autonomie et une capacité à résoudre des problèmes. Confiance euh, en l'extérieur, en l'altérité, avec cette capacité en fait à se mettre, à trouver des ressources chez les autres, comme on vient de l'expliquer juste avant, mais aussi les personnes qui sont résilientes sont souvent perçues par les autres comme étant des personnes sociables, des personnes qui sont constructives. Et donc, il y a quelque chose d'attirant dans leur posture, dans leur manière d'être en relation avec l'autre. Et puis, confiance en l'avenir avec cette idée qui traverse les personnes résilientes de dire mon destin m'appartient, c'est-à-dire je suis l'architecte de ma vie. Et ce n'est pas quelque chose, la vie n'est pas quelque chose qui m'arrive, mais et dont je serai, dans lequel je serai enfermé, mais je suis acteur. Et donc je vais poser des étapes, je construis mon avenir. Et par là même, je saisis les opportunités qui se présentent à moi. Donc voilà, je vous ai dressé un tableau un petit peu général de cette thématique, mais là, on va plonger un peu plus en avant et ce sont nos intervenants qui vont partager leurs propres expériences, leurs propres regards à travers ce qu'ils ont vécu, eux, autour de ce thème et dans le cadre de la solidarité. Alors, je vais continuer mon voyage, je vais vous emmener maintenant depuis Équevilly et vers Lézan. Lézan, c'est là où se trouve le foyer d'accueil d'urgence qui est porté aussi par l'association La Gerbe. Et c'est là aussi on va retrouver Philippe Fournier, qui est le président et le fondateur de l'association. Et donc, Philippe, je vais te passer la parole. Donc, je vais arrêter le partage et je vais te laisser partager ton écran pour que tu puisses toi-même naviguer sur tes diapos. Comment je fais pour lancer le diaporama Alors, en haut à droite, Oui, en haut à droite, tu as une petite flèche. ça s'appelle Hide the Bedding, non, c'est pas ça. Voilà, present. Là, Present, voilà, c'est ça, oui. exactement. Voilà, c'est là. Voilà. Alors attendez 2 secondes, je ne suis pas un grand expert. Je vais essayer de voir où est-ce que je suis. Moi. Voilà. Voilà, ben bonjour à tous, bonsoir plutôt. Merci à Michael. Excuse-moi, Philippe, je te coupe juste une seconde. Là, tu n'es pas en plein écran. Je crois que le diaporama ne s'est pas lancé. Est-ce que tu peux réappuyer sur Present? Il faut requitter le partage d'écran et revenir sur la fenêtre que tu as ouverte, parce qu'elle s'est ouverte pour toi, mais pas pour nous. Voilà, donc du coup, on profite de ce petit instant pour redire aux personnes qui nous suivent sur le live Facebook qu'ils peuvent encore nous rejoindre dans la conférence Zoom. Donc, vous avez bien les codes dans le chat. Est-ce que c'est bon pour vous là? Voilà, très bien.
Ah, d'accord. Voilà, ben alors, excusez-moi, merci bien pour cette invitation et pour l'introduction très intéressante que vient de nous faire Michael. Alors, la Gerbe, l'association La Gerbe, oui, elle est concernée par ce sujet depuis longtemps. L'accueil d'urgence a commencé effectivement il y a une trentaine d'années. L'accueil de personnes en difficulté s'est poursuivi ensuite à l'aisant par un accueil plus structuré, par l'action de solidarité internationale qui est née pendant la guerre en Yougoslavie, et Michael parlait de personnes en état de choc. La visite auprès de camps de réfugiés fait partie de ce genre d'expérience. Et la réinsertion professionnelle qui a lieu un tout petit peu auprès de personnes résidentes à l'aisant, mais bien sûr encore plus auprès des personnes qui font partie du chantier d'insertion et qui travaillent aussi à la ressourcerie, donc là depuis 10 à 15 ans. Quel est donc le fil qui relie ces expériences-là avec, avec la résilience? Je dirais que dans ces actions, chacun est concerné par les autres. Les autres. Vous savez, en général, les autres, c'est ceux qui ont tort. Voilà, nous on a raison, les autres ont tort. Là, ce n'est pas tout à fait ça, la dynamique dans laquelle se situe la résilience, c'est plutôt de se dire que les autres, ils m'apportent quelque chose, mais moi aussi, je peux leur apporter quelque chose. C'est bien ce qui se passe quand des salariés en insertion apportent une contribution à l'aide internationale, puisqu'ils aident à préparer le convoi, par exemple, sur le site du Quevilly, ou que des résidents à la ferme Clarisse de l'Aisant s'engagent dans des activités solidaires qui sont au bénéfice de leurs compagnons également accueillis ou au bénéfice de personnes du village. Alors on pourrait dire qu'on a trouvé là, dans l'engagement. On t'entend plus, Philippe? Alors, le son. Même la caméra apparemment est coupée. Un petit souci technique de connexion avec les ans. Parce que Michael, on prend la suite, j'essaye de joindre Philippe et éventuellement on reprend après. Voilà, alors écoutez, on va avancer, on redonnera la parole à Philippe un petit peu après, une fois que le problème sera résolu. Alors, je vais donc donner la parole à Tony. Donc, si vous cherchez dans vos vignettes de caméra, Tony est visible. Tony Longuet. Bon, allez, Tony, on y va. Est-ce que, déjà, très rapidement, actuellement, le Covid, chez vous, en 1 minute, comment ça se passe? Alors, donc, le Covid, chez nous, au Sankuru, on n'a pas encore eu un seul cas, bien entendu, mais on a des cas en République démocratique du Congo, dans les différentes provinces, et même des provinces qui sont frontalières avec le Sankuru. On a des cas, mais chez nous, on n'a pas encore eu de cas. Et moi, j'ai été nommé coordonnateur provincial de Covid. D'accord, donc tu organises la riposte alors? Tout à fait, on est en train de faire des réunions avec toutes les équipes, une équipe multisectorielle, comme on peut le dire. D'accord, donc merci pour ces nouvelles. Alors, je bascule évidemment sur notre sujet. Alors, l'hôpital Otema, qui est né de l'association Cœur de Compassion, dont tu es le président et le fondateur, l'hôpital Otema qui fonctionne depuis 2018, mais vous avez vraiment une histoire d'accompagnement des femmes victimes de trauma. Et voilà, on aimerait que tu puisses nous partager un petit peu comment ça se passe, comment vous les prenez en charge, comment vous les accompagnez. Alors, donc, ce que je peux te dire, c'est que la résilience ici, chez nous, dans le cadre de Cœur de Compassion et même de l'hôpital Otema, a commencé un peu plus longtemps parce que déjà, on a toujours accueilli des femmes, même des hommes, mais des femmes plus surtout. On a plusieurs témoignages pour des femmes qui ont été marginalisées, qui ont été perdues dans la société, mais qui se sont rapprochées vers nous et qui aujourd'hui se sont réintégrées psychologiquement et même économiquement aussi. Je peux te donner plusieurs exemples, plusieurs témoignages. Là, par exemple, je vois devant moi les photos de l'hôpital Otema, de Cœur de Compassion, des femmes de Cœur de Compassion et une femme qui est en train de coudre. Bien entendu, ce sont des femmes qui viennent de chez nous. Nous avons, par exemple, des dames qui viennent, qui sont porteuses de fistules, c'est-à-dire
pathologie invalidante de la femme et qui, pendant la grossesse, ne pouvait pas accoucher dans les bonnes conditions parce qu'il y a eu complications, et ben, ces femmes-là se présentent avec de trous au niveau de leur vessie qui permet qu'elles perdent les urines de façon permanente. Pas seulement la cause obstétricale, simplement, mais aussi la cause traumatique, c'est-à-dire des femmes qui sont violentées par des hommes mal intentionnés, des hommes armés, par exemple, et ces femmes-là se voient détruites, sont détruites dans leur intimité, et ces fistules donc, sont causées par ça aussi. Alors, ces femmes sont pour la plupart marginalisées, c'est-à-dire qu'elles perdent vraiment le contact avec le social, elles sont mises à côté d'une part par leur famille et de l'autre part même par leur propre mari qui ne veulent pas d'elles, et elles restent seules. Alors, quand ces femmes s'approchent vers chez nous, nous les remettons en contact avec les femmes de cœur de compassion qui jouent le rôle dans un premier temps d'éducateurs, éducatrices psychologiques, psychosociales. Après, on les amène, toutes ces femmes, on les amène chez nous à l'hôpital Otema. Et à l'hôpital Otema, qu'est-ce que nous faisons? Nous réparons cette fistule-là de façon chirurgicale. Et puis, quand elle devient incontinente, continente, eh ben, on la remet encore auprès des femmes de cœur de compassion qui continuent la prise en charge psychologique, mais aussi qui, après qu'elle soit guérie physiquement et un peu psychologiquement, ces femmes viennent apprendre, les femmes de cœur de compassion, bien entendu, apportent un apprentissage, par exemple, de culture, par exemple, de couture, pour ces femmes qui sont marginalisées, de façon à les réintégrer dans la société. Plusieurs d'entre elles, par exemple, on les a trouvées, elles qui étaient nulles au départ, aujourd'hui, elles sont très, très importantes parce qu'elles développent des cultures. Je peux te donner l'exemple de Madame Fabienne qui a été opérée en 2018 pour une fistule avec laquelle elle a fait 25 ans et elle n'avait pas de mari, elle n'avait plus de mari, bien entendu. Sa famille, elle l'a délaissée, sa société l'a délaissée. Elle est allée se faire construire une petite maisonnette à côté du village, c'est-à-dire un peu loin du village pour ne pas gêner les gens avec son odeur. Quand elle est venue chez nous, on l'a mis en contact avec les femmes de cœur de compassion, puis a pu travailler avec elle de façon psychologique, l'encourager, elle était toujours homme, qu'elle était toujours femme et qu'elle n'avait rien perdu, c'était une maladie et que ça devrait passer. Après, on l'a amenée à l'hôpital Otema, on l'a opérée correctement. On a essayé de pouvoir réparer ça correctement et sur le plan physique, elle était guérie et elle est rentrée chez les femmes de cœur de compassion qui lui ont appris à pouvoir cultiver le soja. Alors, après, quand elle est rentrée à la cité, elle a commencé à faire de grands champs de soja et je peux te dire aujourd'hui qu'elle est parmi les femmes qui cultivent des kilogrammes de soja. La FAO va maintenant commencer à acheter chez cette dame-là. Ah oui. Et puis, les grands organismes commencent à aller acheter, par exemple, dans le cadre de nutrition. Nous allons, donc, la FAO va acheter chez la dame et elle va plutôt donner aux autres, aux formations sanitaires qui s'occupent de la prise en charge et de malnutrition des enfants. Donc, alors, en tout cas, cette question, elle est abordée de temps en temps de la résilience de nous de façon pratique, c'est-à-dire qu'on essaye de pouvoir redonner de la valeur, plus surtout aux femmes qui en ont perdu parce qu'elles ont été traumatisées de façon physique et de façon psychologique. Ouais. Voilà. Alors, je rappelle juste pour nos amis qui sont en train de suivre la conférence que tu es en ce moment même à l'hôpital. Alors, c'est vrai qu'on entend un petit peu de remue-ménage autour, mais c'est aussi la réalité du terrain. Déjà, là, tu nous permets de prendre une parenthèse pour être avec nous. Merci beaucoup
Tony, là, de ça. On va essayer d'être rapide pour te laisser retourner aussi au travail. Malheureusement, Tony a dû nous quitter, mais on a eu quand même son témoignage. Et donc, vous avez entendu comment ces femmes sont accompagnées et sont remises debout dans leur cheminement de vie pour ensuite revenir au centre de la société, pas du tout comme des personnes de seconde zone, mais vraiment au cœur de la société. Alors, on va continuer notre chemin. On était donc en République démocratique du Congo. Et puis là, je vous emmène à nouveau avec moi en Roumanie. On va à Ploiești, où Claudia Petrequin, qui est là depuis une dizaine d'années, a fondé l'association Trampoline. Donc là, c'est de circonstance de rebondir. Et elle accueille des enfants avec qui elle met en place tout un ensemble d'activités, mais elle va pouvoir nous en parler beaucoup mieux elle-même. Est-ce que Claudia, tu m'entends? Est-ce que tu peux prendre la suite? Oui, je t'entends très bien. Bonsoir à chacun. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir et je vais vous partager un peu mon expérience. Alors peut-être pour que vous compreniez mieux le contexte, je vais vous expliquer très courtement mon parcours. Donc, je suis arrivée en Roumanie il y a 10 ans après avoir fait plusieurs voyages pendant l'été avec l'association La Germe. Et donc, au début, j'ai été bénévole dans différentes structures dans les environs de Ploiești, dans un orphelinat. J'ai fait du soutien scolaire aussi avec des enfants roms. Et en fait, face aux besoins, j'ai créé l'association Trambolina, qui veut dire tremplin, donc dans le but d'aider les enfants avec lesquels on travaille à rebondir vers de nouveaux horizons. Et depuis 2 ans, après avoir commencé certaines activités depuis plusieurs années dans une salle qu'on me prêtait, on a ouvert un centre d'accueil pour enfants. Donc actuellement, on travaille quotidiennement avec un groupe de 17 enfants de Ploiești qui proviennent de familles en situation très précaire. La majorité de ces enfants ont été abandonnés par leurs parents et sont élevés par leurs grands-parents ou leurs oncles et tantes. On leur propose du soutien scolaire journalier pour lutter contre l'échec et l'abandon scolaire, ainsi que différents ateliers éducatifs et ludiques. Et voilà, donc ça c'est l'accueil au quotidien. Donc les enfants ne dorment pas au centre. Et à côté de ça, on accueille également sur les week-ends et les vacances scolaires. Donc là, c'est avec hébergement. Une quinzaine d'enfants d'un orphelinat et une vingtaine d'enfants d'un village près de Ploiești. Et ces enfants proviennent, pareil, de familles en très grande difficulté et la plupart, pareil, ont été abandonnés par leurs parents. Donc, tous les enfants avec lesquels on travaille sont en échec scolaire. Très peu savent lire et écrire. Certains sont déscolarisés et tous ces enfants ont différents traumatismes. Ce sont des enfants qui sont cabossés et pour la plupart du temps sont invisibles pour leur entourage. Et quand ce n'est pas le cas, ils sont souvent rabaissés. Je vais vous donner 2 exemples pour que vous compreniez un petit peu la situation. Donc, le premier cas, c'est celui de Larissa. C'est une ado de 16 ans. Elle est actuellement l'équivalent de la 4e. Quand j'ai commencé de l'accompagner il y a maintenant 4 ans, elle était en CM1, l'équivalent du CM1 en Roumanie. Elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire, elle allait quasiment plus à l'école. Et en discutant avec elle, je me suis rendu compte que le motif principal c'était que son instit l'a renvoyée à la maison parce qu'elle n'avait pas d'affaires scolaires. Donc voilà, j'ai pris un rendez-vous avec son instit, qui était son instit depuis 3 ans, pour essayer de réintégrer petit à petit Larissa à l'école. Donc, je suis allée au rendez-vous avec Larissa et en présence de Larissa, son instit lui a dit
m'a dit clairement que de toute façon, c'était peine perdue, qu'on n'arriverait rien avec elle. Donc voilà, donc on partait de très loin. Et donc, Larissa, quotidiennement, est venue et on a travaillé avec elle. Et à la fin de l'année scolaire, Larissa savait lire et écrire. Et l'année suivante, elle était la première de sa classe. Et jusqu'à l'année dernière, Larissa a continué à venir au centre. Et même si cette année, elle ne peut plus venir au soutien scolaire à cause de son emploi du temps, elle continue à garder un bon niveau scolaire. Donc voilà, donc c'est juste un exemple pour vous montrer qu'en fait, il fallait juste un petit coup de pouce pour qu'elle prenne confiance en elle, pour qu'elle devienne autonome. Un autre exemple, c'est Mathé. Il a 8 ans, il est en CE1. Il a été abandonné avec sa sœur par ses parents et il est élevé à contre-cœur par ses grands-parents qui sont violents avec eux. Et il vient au centre depuis cette année. C'est sa grand-mère qui l'a amené en nous disant qu'elle ne voulait plus l'avoir dans ses pattes et que s'il ne changeait pas, il les mettrait tous les deux à l'orphelinat. Donc voilà, avec Mathé, ça n'a pas été tous les jours facile. Il avait un comportement très violent, un vocabulaire très coloré, ce qui m'a permis d'enrichir mon vocabulaire roumain. Voilà. C'est seulement après plusieurs mois qu'on a commencé à voir un changement dans son comportement. Et voilà, et depuis quelque temps, on commence à travailler à son rythme sur le plan scolaire. Et on est très encouragé avec Christina parce que début janvier, l'institut de Mathé nous a appelé pour nous dire que Mathé avait changé également son comportement à l'école et qu'elle désirait s'impliquer et travailler dans la continuité de ce qu'on faisait avec lui au centre. Voilà, donc on a travaillé tout au début avec lui sur le graphisme, on a travaillé sur l'apprentissage des lettres, sur l'apprentissage des chiffres. Et voilà, on avance tout doucement à son rythme et on espère que ça va continuer. Donc voilà, donc ce qu'on désire vraiment avec le centre Trambolina, c'est de pouvoir proposer un cadre sécurisant pour les enfants où ils se sentent aimés et acceptés. Et une des leçons qu'on a apprises au cours des années après avoir fait quelques erreurs, c'est que quand on se concentre sur le problème, la situation problème en fait pour l'enfant, et ben en fait on perd de vue l'enfant. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est par exemple si on essaye de se concentrer sur sur l'aspect il ne va pas à l'école, il n'a pas d'affaires scolaires, il faut qu'il récupère son niveau scolaire. Et ben en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait très facilement oublier l'enfant. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de se focaliser sur l'enfant plutôt que sur le problème, sur le présent plutôt que le passé. On essaye d'accepter l'enfant tel qu'il est plutôt que de vouloir essayer de le corriger, de l'accompagner plutôt que de donner une liste d'instructions à suivre au pied et à la lettre. Et on a vu l'importance de créer une relation, de se connecter avec l'enfant avant toute chose. On essaye vraiment d'être avec l'enfant, d'être vraiment présent pour lui, de l'écouter, de l'encourager, de prendre soin de lui. Et aussi, une chose qui nous paraît très importante pour nous, c'est de leur montrer qu'ils ne sont pas une erreur, qu'ils ont de la valeur aux yeux de leur créateur. Et une autre chose aussi qu'on a pu observer, c'est qu'en fait, les enfants, ils communiquent par le jeu. Le jeu, pour eux, ce n'est pas seulement une activité physique. Le jeu, pour eux, il est plein de significations, il a du sens. Et après avoir suivi plusieurs formations ces dernières années, cette année en fait, on veut essayer de généraliser cette approche avec les enfants pour les aider à surmonter leur traumatisme, à prendre confiance en eux et à devenir plus autonomes et à savoir prendre des décisions. Voilà.
Merci, merci, merci beaucoup. C'est extrêmement riche. Je vais retenir quand même 2-3 éléments. Enfin, en tout cas, ces situations de départ où il y a vraiment quelque chose qui est rompu dans l'identité de l'enfant parce qu'il est rejeté par son entourage, il y a quelque chose de très violent là-dedans. Et on voit vraiment cette progression dans l'accueil que vous leur faites. Déjà, de le traiter comme une personne. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. C'est il y a une interaction, il y a quelque chose qui se met en place, il y a une altérité avec l'enfant, et ce n'est pas simplement un objet qu'on doit amener d'un point A à un point B. Et je crois comprendre que là, il y a une dynamique de vie qui se remet en place, et on est bien là pour sa croissance, et l'enfant n'est pas au service d'eux, on est au service de l'enfant pour qu'il puisse grandir, quoi. Mhm. Alors, merci, merci beaucoup, Claudia. Je crois que Philippe est revenu. Est-ce que, Philippe, tu nous entends? Est-ce que tu es Oui, là? oui, je suis là. Tu es là. Alors, traiter l'enfant comme personne, comme une personne, je pense que ça doit te parler aussi. Voilà, ça doit être bon maintenant. C'est à toi, Philippe. Voilà, je prie tout le monde de m'excuser pour ce problème technique très désagréable. Voilà, donc je réécouterai, je pense que ce sera possible, ce qui a été dit. Tout à fait. D'accord. Et j'espère que je ne vais pas faire des répétitions. Bon, enfin voilà. Désolé, donc je disais donc que l'engagement pouvait être considéré comme quelque chose qui soutient la résilience, mais qu'il n'est pas possible de proposer l'engagement comme ça directement, pas toujours, parce que la personne arrive en situation fracassée et elle va passer par quelques étapes que nous allons accompagner. Donc sur la diapositive suivante, on évoque quelques-unes de ces étapes. La première chose que je disais, c'est que le titre, c'est que l'action que nous allons conduire est centrée sur la personne. Donc ce qui compte, ce n'est pas notre association, ses belles valeurs, notre village, notre quartier, notre ville des Mureaux, tout ce que vous voulez, auquel nous pouvons être attachés pour diverses raisons. Mais ce qui compte, c'est la personne qui est en face de nous. Ça paraît évident à tout le monde, mais en fait, on est tout le temps obligé de se le répéter, parce qu'on se laisse prendre par, voilà, par les collectifs dans lesquels se noient les personnes, et on oublie que c'est une personne particulière qui est là en face de moi. Donc nous allons lui offrir une écoute, ça a été évoqué, je pense déjà, c'est-à-dire qu'en l'écoutant, nous allons lui permettre de s'entendre elle-même, car les circonstances dramatiques l'empêchent de s'entendre, d'entendre ce qu'elle dit. Personne ne fait cas de sa situation. Il y en a des milliers comme moi. Quand je dis ça, ça veut dire que je ne m'entends plus moi-même. Donc, on va prendre ce temps de l'écoute. Et plus d'une femme qui arrive ici à la ferme Clarisse nous dit, après un premier entretien, auquel elle est venue avec beaucoup de crainte, demandant ce qui allait se passer, à la fin, elle nous dit « Je ne savais pas que ça faisait du bien de parler ». À travers cette écoute, elle réalise qu'elle n'est pas un cas, qu'on ne s'occupe pas de son cas, comme ça vient d'être évoqué aussi, ou de ses problèmes, comme ça vient d'être évoqué pour les enfants. Mais oui, elle vit une situation difficile, mais elle n'est pas un cas. Alors, la ligne suivante, oui, il n'y a pas de destin implacable. La personne auquel il est arrivé tant de malheurs, le réfugié qui a dû traverser tant de circonstances, etc., la femme qui est arrivée chez nous après avoir été maltraitée, et elle a peut-être eu aussi une enfance douloureuse. Elle a l'impression, ces personnes ont l'impression que ça sera toujours un peu comme ça. Quand il y a des choses qui vont bien, il y a toujours quelque chose qui va mal après. Ou bien, c'est trop beau pour être vrai, c'était trop beau pour être vrai, ça ne pouvait pas durer. Toutes ces phrases qui remontent dans le cœur des personnes, il y a lieu de s'y opposer fermement. Et personnellement, j'évoque devant ces personnes, je leur dis, peut-être que vous pensez qu'il y a comme une ombre qui plane, un nuage noir qui plane au-dessus de vous ou qui vous poursuit derrière. Vous avez conscience qu'il y a cette ombre-là derrière qui va vous rejoindre. Souvent, elle me dit, oui, c'est vrai.
et je lui dis, cette ombre, ce destin auquel vous pensez que vous êtes livré, il s'arrête à la porte de la ferme Clarisse. Je prends autorité pour qu'elle sente qu'il y a là quelque chose de ferme, que je suis sur un roc et que je vais pouvoir descendre avec elle dans son malheur, mais que je le fais depuis une place solide. Un autre chemin est donc possible, et tu peux aussi mettre la ligne suivante. La vie ne se résume pas à ce que tu as connu. Ça, c'est très important pour les enfants, parce que, ou pour les personnes qui ont vécu des choses qui créent cette espèce d'enfermement. Le simple fait de vivre pour un temps, même s'il est court, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, même quelques heures, où la personne rencontre, ça a été évoqué par Michael tout au début, rencontre quelqu'un d'extérieur à son système et qu'il se rend compte que le monde ne fonctionne pas partout comme ce qu'il pense, comme ce à quoi il est habitué, ça produit en lui la conviction que le monde ne se résume pas à ça. Et donc, ça va l'aider à traverser, même s'il a encore à traverser des moments très difficiles. Nous voudrions épargner aux personnes, mais en fait, elles vont trouver en elles, et grâce à cet ancrage, elles ont découvert qu'il existe des personnes qui sont à la fois fermes et bienveillantes, chose totalement nouvelle. Ça leur paraît un monde étrange, mais il existe. Donc toi, tu peux quelque chose. Ce quelque chose, ça va être souvent de relier les gens à des actes très quotidiens, des actes très simples de la vie quotidienne. Parce que quand on est dans cet enfermement, on peut avoir l'impression qu'on va perdre la tête, quoi. Alors, si on fait la vaisselle, si on passe la serpillière, si on nettoie le jardin, voilà ce qui se passe à la ferme Clarisse ou la maison d'à côté, eh bien, ces personnes, tout à coup, sortent un tout petit peu d'elles-mêmes et de ce problème. Et ce petit quelque chose va les relier au fait qu'elles sont réellement des personnes. Voilà. Alors, on peut passer à la diapositive. C'est très simple ce que je raconte. Ah oui, et offrir une histoire. Alors, offrir une histoire, juste avant, parce que ces personnes ont l'impression qu'elles n'ont pas d'histoire, ou que leur histoire s'est arrêtée, qu'il y a des grands blancs dans cette histoire, des trous. À un moment, j'avais un papa, puis j'en ai plus. À un moment, j'habitais là, après, je ne sais plus ce qui s'est passé. Avant, j'étais dans tel pays, maintenant, bon, voilà, etc. Donc, nous allons offrir une histoire. Pourquoi? Parce que nous créons ce lien qui relie les personnes. Un petit garçon nous dit, en fait, tu serais un peu comme un papy de cœur. Je lui dis, oui, c'est ça. Il me dit, comme ça, je pourrais peut-être revenir te voir. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il a mis dans sa tête l'idée qu'un jour, il va me quitter, mais que s'il m'a appelé comme ça, eh bien, il a une histoire désormais. Et donc, ce simple fait, je lui dis, oui, pendant que tu es là, nous serons amis. Voilà, je ne me trompe pas, puisque je sais que je ne le verrai pas toujours. Et nous allons offrir l'histoire aux gens, l'histoire qu'ils n'ont pas. Alors, par exemple, en les accueillant dans un lieu qui lui-même a une histoire. Et puis, des fois, les personnes peuvent habiter un quartier, une zone, dont l'histoire, plus personne ne la connaît. Aujourd'hui, ce sont des blocs, des immeubles. Avant, c'était des champs. On ne connaît plus les paysans qui habitaient là. Et donc, il est important que les personnes se mettent à recréer l'histoire de ce lieu. Ils vont inventer eux-mêmes cette histoire. Comme dit la pensée juive, souviens-toi de demain. C'est-à-dire que le souvenir n'est pas orienté vers la mélancolie d'avant. Ça vient d'être évoqué d'ailleurs par Claudia. Voilà. Donc, tu vas construire quelque chose, ce récit qui va te donner un demain. Alors, je passe. Alors, face à cette fragilité que vit la personne, Jean-Marie Petitclerc, éducateur qui a travaillé très longtemps sur ce qu'on appelle la dalle d'Argenteuil, là-bas, nous dit « Je travaille avec les jeunes dans 3 directions. Premièrement, la confiance. Alors, la confiance, ce n'est pas un truc naïf, hein, c'est que je crois à ce que tu dis, je crois à ton importance, et ce que tu dis est important pour moi. Alors, ce que tu as vu, oui, ça t'a fait mal, ce que tu as vécu, ça t'a fait mal, mais en apprenant à discuter tous les deux, tu vas prendre confiance dans la parole que tu dis, et tu vas te rendre compte que la parole n'est pas faite pour t'avaler, te dévorer, mais elle va nous distancer l'un de l'autre, et en nous distançant l'un de l'autre, nous allons pouvoir nous unir. Voilà. Alors ensuite, la pédagogie de l'espérance. La pédagogie de l'espérance, c'est dire que tout n'est pas foutu. C'est-à-dire que non, ça ne va pas se reproduire toujours. Le principe de la résilience, c'est ça. C'est-à-dire que je crois qu'il existe autre chose
que ce qu'on est en train de vivre juste à cet instant. Voilà. Et que donc, ça ne se reproduira pas absolument. Comme le dit le théologien Dominique Collin, prendre soin du présent afin qu'il nous offre un avenir. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure à propos de l'histoire. Et enfin, nous allons faire alliance. Toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Alors, tu vas devenir avec moi co-acteur. C'est pour un temps, tu vas devenir co-acteur. Ça ne veut pas dire faire alliance que je prends parti pour toi. Hein. Nous restons chacun avec nos choix et nos responsabilités, mais ça veut dire que sans exclusive, nous allons pouvoir agir ensemble. Alors, nous allons donc soigner cet instant fugitif qui peut devenir fondateur. Je n'ai pas les clés, mais je peux offrir ceci et ça peut devenir fondateur pour l'autre. Alors, sur la diapositive suivante, voilà, on va dire qu'on entre ainsi dans une spirale vertueuse dans laquelle voilà, il y a des vies partagées, il y a des communautés. Aujourd'hui, on parle de nouvelles communautés qui n'ont rien à voir avec des communautés contraignantes, humiliantes, avec des règles, mais ce sont des règles qui sont librement choisies, qu'on peut discuter ensemble, et c'est ce qui se passe dans nos maisons, dans la maison où sont les gens dans du logement adapté, la maison d'à côté. J'ai vu que l'autre de la maison, il est connecté ce soir, là, et c'est ce qui se passe aussi à la ferme Clarisse, où les gens peuvent discuter du règlement lui-même de la maison. Et donc, ça entretient un lien qui libère. Ce sont des communautés ouvertes, poreuses, pas complètes, qui ne sont pas fermées sur elles-mêmes. Voilà. Et à l'intérieur de ces communautés, on offre la rencontre. Alors, comme disait l'abbé Pierre, le pauvre, le démuni, il n'est pas plus vertueux que les autres. Il disait, il est simplement plus désolé. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus vertueux, il n'y a pas une valeur en elle-même au malheur, bien évidemment, ce n'est pas ça qu'on est en train de dire, mais il est possible de le transformer, comme disait Cyrulnik, il peut devenir un merveilleux malheur si nous le prenons, nous le regardons en face et nous décidons de le changer. Voilà, je crois que c'était ce que j'avais prévu de dire. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Excusez-moi encore pour ce retard. Merci en tout cas, Philippe, d'avoir pu nous rejoindre à nouveau et puis d'avoir partagé tout ça, parce qu'évidemment, ce sont des principes que vous vivez à la ferme Clarisse. Et en tout cas, là, quelque chose qui me touche beaucoup, c'est vraiment cette notion du possible. Il y a le sentiment du possible qui, à un moment donné, revient et il y a quelque chose à réinventer dans la vie. Alors, tu as dit évidemment plein de choses que je vais pas tout résumer. En tout cas, très, très riche partage. Merci beaucoup. Alors, je vous cite simplement en oui. petite phrase que nous avons reçue d'une ancienne résidente et qui dit un an et demi après nous avoir quittés, c'est en grande partie grâce à ce lieu que j'ai pu grandir en tant que maman et en tant que personne à part entière. Voilà, personne à part entière et non pas personne entièrement à part, comme disait le poète Aimé Césaire. Merci beaucoup pour cette image. Alors, je vais avancer maintenant vers Sylvain. Alors, bon, on passera les aspects de voyage de Google Earth. Sylvain, donc, Vergnon, qui est président et fondateur avec son épouse de Eden Park et de la fondation Alumik en Albanie, et qui est donc maintenant, je crois, depuis 20 ans en Albanie, a travaillé au service des enfants. Mais là encore, je ne vais pas m'attarder, je vais passer la parole à Sylvain, qui va pouvoir nous parler un petit peu de ses expériences sur le terrain en Albanie. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Mickaël et bonsoir à chacun. C'est avec plaisir de pouvoir vous rejoindre et depuis loin, mais en même temps assez proche. La question de la résilience, c'est souvent une question pour les personnes les plus vulnérables, les pays les plus vulnérables. Et dans l'actualité de l'Albanie, on vient de passer un tremblement de terre fin décembre. On a eu un incendie sur le site de Caen tremblement de terre en fin novembre, l'incendie en fin décembre. Le Covid en mars, certainement une saison d'été avec des camps d'enfants qui seront annulés. Donc voilà, c'est une thématique d'actualité.
Mais pour rattacher plus spécifiquement à un projet sur le terrain, je parlerai un petit peu du suivi de la communauté Rome avec lequel on est rentré en contact en 2004, donc une quinzaine d'années de suivi, dans un contexte de pauvreté extrême, d'exclusion sociale, de fatalisme. Donc bien sûr, pas de scolarisation, pas d'emploi, pas de vie sociale, mais aussi et surtout pas de vision pour le lendemain. Donc la question en intervenant dans cette communauté, en ayant l'espoir de voir les enfants qui soient changés et qui deviennent acteurs de changement là où ils vivent, c'était un défi, c'était une question sur laquelle on ne savait pas répondre au début. Et puis avec du recul, avec plus de 10 ans après coup, je me suis rendu compte que finalement, il y avait quelques étapes. Comme le disait Philippe, ce n'est pas quelque chose qui se passe en une fois, mais la résilience se construit par étapes de façon progressive. Et puis, quelques points qui semblent plus importants dans cette démarche, c'était de reconnaître la dignité de la personne, vraiment comme le point de départ. On avait affaire avec des personnes qui disaient on n'est même pas des chiens, on n'est pas des êtres humains, on n'est même pas des chiens parce que les chiens s'occupent de leurs chiots, nous on ne s'occupe même pas de nos enfants. Donc reconnaître la valeur en tant qu'être humain, c'était vraiment le premier point de départ. Et là, je reconnaîtrais assez facilement un élément spirituel, la personne en tant qu'être spirituel avec une âme. La deuxième étape, c'était le côté de l'intégration sociale, donc créer une relation, une réciprocité dans le dialogue, dans le contact avec d'autres personnes, pas simplement être exclus comme les gens de la décharge, qui sont complètement exclus, définitivement exclus de la société, mais de remettre un contact qui s'établit surtout sur la réciprocité, un contact qui est dans les deux sens. De façon à ne pas victimiser la personne, mais vraiment que la personne ait son rôle en tant qu'acteur. Et là, je verrais plutôt un élément relationnel, mais je dirais émotionnel. Pouvoir gérer ses émotions, pouvoir gérer des relations. Et puis, une troisième phase, ça a été d'équiper ces personnes, d'apporter du savoir, des formations, savoir lire, savoir écrire, savoir gérer dialoguer dans la famille, gérer un tout petit budget. Voilà, en troisième étape seulement. Donc, c'est le côté de la capacité, c'est plutôt l'élément intellectuel. Et puis, plus récemment, c'est avec l'ouverture d'un centre communautaire, donc un centre de jour qui s'adresse aux familles, aux enfants, mais avec leurs parents, parce qu'on se rend compte que les enfants ont besoin de la protection de leurs parents pour pouvoir grandir. On rend compte aussi que les enfants apportent énormément de changements dans leur famille. Du coup, on a découvert un petit peu le côté de communauté, donc un centre communautaire. Donc là, c'est plutôt la question d'interagir, trouver sa place dans le groupe, et c'est plutôt, je dirais, l'élément social. Voilà un petit peu ces 4 étapes principales. Dans le projet qui s'est établi sur plus d'une quinzaine d'années. Donc, quelque chose vraiment de progressif pour reconnaître la personne, la mettre en contact avec les autres, l'équiper en termes de capacité ou de pouvoir. Et finalement, vivre en communauté. Alors, le cadre du virus, du Covid, a apporté des éléments nouveaux. D'abord, c'était une menace très réelle, là où il n'y a pas de prise en charge, de service social, de protection sociale. Du coup, pour ceux qui vivent de travail à la tâche au jour le jour, immédiatement, le confinement s'est traduit par plus de nourriture sur la table. Et donc, on a fait un petit peu en équipe un effort pour apporter des colis de nourriture dans ces familles parmi les plus défavorisées. Je dirais nos familles, mais aussi les familles qui ont été identifiées par les services sociaux. Et ce qui a été vraiment intéressant, c'est de se rendre compte que finalement,
le temps de confinement nous a obligés de laisser nos programmes de côté, notre routine, même en tant que centre communautaire. Et du coup, il y a eu une emphase sur la qualité des relations avec les personnes. Et le fait de se retrouver avec un projet qui était très simple, finalement, apporter de la nourriture, c'est littéralement partager son pain avec celui qui n'a plus à manger. Ça a donné un nouveau cadre dans les relations, quelque chose de plus simple, mais aussi de plus profond. Donc, ce temps de confinement a été positif pour construire des relations. Et en retour, puisque on a 2 mois de confinement en Albanie, ceci dit, le contexte du virus a eu un faible impact parce qu'on a eu des restrictions très très fortes par le gouvernement assez tôt. Donc, on est reconnaissant de ne pas avoir beaucoup de contamination. Et puis là, on est en train d'aller progressivement vers une fin de confinement. Mais le virus a permis d'approfondir, je dirais, les relations, moins de quantité, mais des relations plus fondamentales, plus fortes. Et quelque chose qui était vraiment intéressant, c'est de se rendre compte que cette communauté Rome, pour la première fois, s'est portée volontaire pour aider dans cette distribution, faire des colis. Donc, si on avait réussi de passer de l'exclusion totale à une vie en communauté, là, on avait des personnes au service de la communauté ou de la société, ce qui était quasiment impensable pour notre communauté Rome. Donc, voilà un petit peu ces étapes, l'individu qui trouve sa propre valeur, qui interagit avec l'autre, qui apprend à vivre en communauté. Mais là, pour la première fois, on a ces personnes qui ont construit cette résilience, cette intégration sociale et qui sont venus en action pour la communauté au sens large ou une communauté élargie. Alors, bien sûr, j'essaie de faire rapidement. Bien sûr, c'est quelque chose qui vient progressivement. Une des définitions de la résilience, c'était accéder à des ressources intérieures. Accéder, c'est quelque chose de progressif, construire un processus de développement. Et en fait, je ne sais pas, Michael, s'il y a les diapos suivantes, pour moi, c'est un petit peu une société ou peut-être une communauté peut être émotionnellement comme un enfant. C'est-à-dire qu'elle attend à ce que les autres prennent soin d'eux. Elle a beaucoup de difficultés à rentrer dans le monde des autres, un repli sur soi. Elle a besoin de gratification, de reconnaissance qui soit immédiate. Et puis, elle utilise les autres pour répondre à leurs besoins. Donc, un petit peu dans l'état original, cette communauté Rome avait émotionnellement un peu le statut d'enfant, c'est-à-dire qu'ils avaient le rôle de victime, ils attendaient à ce que l'État, les organisations, qui que ce soit, répondent à leurs besoins. Et puis, bien sûr, avant de devenir adulte, il y a beaucoup il y a jeune enfant, préado, ado, jeune adulte, adulte. Mais peut-être qu'une société ou une communauté peut devenir émotionnellement adulte, c'est-à-dire qu'elle est capable de formuler ses besoins, surtout ses désirs, de dire ce qu'elle préfère, de le dire de façon claire, de façon directe, de façon honnête. Alors ça, c'est très important pour notre communauté Rome. Mais aussi prendre des responsabilités envers ses propres besoins. Alors nous, on travaille beaucoup la question de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire être parent, les responsabilités des parents, les responsabilités en tant que famille directe. Après, c'est aussi savoir respecter les autres, les recevoir sans avoir le besoin de les changer, donner un espace pour le droit à l'erreur sans devoir être parfait, apprécier les personnes telles qu'elles sont, et puis aussi reconnaître les limites et pouvoir discuter de ses propres limites. Alors, construire des relations, c'est indispensable pour un processus de résilience. Et en fait, je voulais simplement mentionner le fait qu'en suivant cette communauté, ces familles, que ce soit les parents ou les enfants, on suit un petit peu une progression en maturité, je dirais, émotionnelle pas seulement de l'individu, mais un petit peu de la communauté qui devient un espace de dialogue
de vérité, d'échange pour construire une résilience qui sera encore plus consistante, parce que au-delà de la résilience d'un individu, on construit aussi la résilience d'une communauté qui porte, qui aide. C'est, je crois, Philippe qui parlait d'une spirale vertueuse. Voilà. Quand la communauté, je dirais, désocialisée ou exclue, devient une spirale vertueuse, un tant soit peu, voilà, c'est un grand facteur de résilience pour les personnes qui vivent dans cette communauté. Très bien, mais merci beaucoup Sylvain. En tout cas, il y a quelque chose de très, je trouve, très enraciné dans tout ce que tu partages. Les fruits qui sont portés finalement, on voit qu'ils viennent chercher leurs nutriments profondément dans l'identité, dans tout un tas de choses qui ont dû être posées d'abord. Alors que des fois, peut-être, c'est vrai qu'on se précipite vers, comme disait Claudia, vers ce qui ne fonctionne pas, équiper, donner des capacités, mais avant ça, il faut travailler beaucoup plus en profondeur sur l'identité même de ces personnes. Alors, je vous propose qu'on avance. Sylvain a donc élargi aussi sa réflexion vers le sens de la communauté. Alors là, on va retourner, si la vidéo veut bien, au Muro. Et je vais passer la parole à Jean-Marc. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Si la vidéo ne veut pas, on va avancer. Si Jean-Marc, tu veux bien prendre le relais justement des personnes vers les communautés, si tu peux nous parler un petit peu du projet qui se passe au Muro et la vision qui se construit sur place. Alors, oui, merci Michael. Alors, on va continuer donc ce cheminement avec est-ce que la ville ressemble pas, est-ce qu'elle n'a pas des caractéristiques d'être humain et qu'est-ce que ça pourrait impacter, comment on s'y retrouve. Alors il y a des expressions courantes en fait qui nous font penser à quelque chose d'humain et puis même on dit la ville grandit et puis on parle de centres-villes même qui sont en train de mourir parfois. Et donc pourquoi on emploie toutes ces expressions? Est-ce qu'on peut pousser un peu plus loin? Est-ce qu'en termes même de maladie, parfois, ou de la santé qui ne va pas très bien, est-ce qu'il ne pourrait pas aussi y avoir des comparaisons qui pourraient se faire avec la ville et puisque des fois, notre ville n'est pas un peu comme, je sais pas, un EHPAD avec des gens sous perfusion, quand on sait que, par exemple, pour nourrir une ville, et on a vu qu'on a frôlé une catastrophe avec le Covid, 2 à 4% de l'alimentation est produite sur la ville. Tout le reste est amené en camion. Donc, on est vraiment sous perfusion alimentaire. Est-ce que c'est normal? On peut s'interroger sur des choses comme ça. Est-ce que c'est une ville en bonne santé quand toute l'énergie, tout ce dont elle a besoin arrive sous perfusion? Et alors, ces questions, en fait, me sont venues avec ce que l'on vivait à la Gerbe sur le chantier d'insertion, où on était un peu assez fiers de remettre par an 30 personnes à l'emploi chaque année. Et d'un seul coup, ça a été de réaliser que pendant qu'on remettait 30 personnes à l'emploi, il y avait le double ou le triple qui perdait son emploi sur la ville. Et là, c'était un électrochoc de se dire, mais en fait, c'est compliqué de remettre quelqu'un en emploi, mais si pendant ce temps-là, la société détruit le double ou le triple, on va dans un mur et ça va mal finir. Et l'intuition, c'était de se dire, mais en fait, la ville des Mureaux, donc, qui est à côté, a tous les symptômes des personnes en insertion. On retrouve exactement la même chose, mauvaise image de soi, mauvaise image des autres sur soi, pas de lien. On pouvait comme ça aller beaucoup plus loin. Et alors, c'était de se dire, mais si elle a les mêmes symptômes, peut-être que si on utilisait la même méthodologie, peut-être qu'elle va réagir comme une personne. Et alors, j'étais aussi particulièrement encouragé parce que, comme chrétien, dans la Bible, je vois qu'en fait, Dieu s'adresse à des villes comme à des personnes. Et ça m'a encouragé à aller plus loin dans ce sens-là et de creuser. Et donc, on a commencé d'avancer dans ce chemin-là, donc avec une nouvelle structure qui s'est créée, Vivre les Mureaux, et qui partait donc de la base de changer son regard sur la ville. Et plutôt que de se dire que c'était une ville nulle, avec
un destin qui était déjà écrit et que de toute façon, avec ces 20% de chômage et puis ces quartiers, ben, ça serait peut-être de pire en pire. Et ben, ça a été de se dire, mais en fait, cette ville et cette photo là nous montre, c'est un énorme smiley. En fait, c'est un territoire qui nous sourit si on sait le voir et comment on change notre regard sur la ville. Et puis, comme ça a déjà été dit pour les personnes, eh bien, très souvent sur un territoire, sur une ville, on va faire un diagnostic de territoire. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas, puis on va essayer de réparer ce qu'il y a qui ne marche pas. Et là, on part d'une démarche totalement inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui fonctionne. Et alors, ce beau, on va le faire grandir et le faire pousser. On va l'arroser encore un peu plus et il va s'épanouir, voilà, en étant éclairé, en prenant soin de la plante. Elle va grandir et pousser comme ça. Et donc, du coup, en continuant encore cette métaphore de se dire comme une personne, mais aussi comme une plante, un peu comme la permaculture. Dans la permaculture, une sorte de permaculture sociale, on prend soin des humains, on prend soin de la terre, et puis ça crée de l'abondance et un trop-plein qui génère comme ça et qui fait du bien les uns avec les autres. Et donc, ça a été de se dire ça à l'échelle de la ville. Et donc, on peut retrouver tout un tas d'éléments qu'on a vus au niveau des personnes qui peuvent se revivre comme ça. Ça a été de se dire quel est nos fondements, notre passé. Bien sûr, il y a le feuillage et tout ce que l'on voit, mais quelles sont nos racines? Jusqu'où puissent-elles? Et puis, une fois qu'on commence de creuser ça et de découvrir quels sont les trésors dans lesquels on peut puiser, alors il y a un dessin d'Odersay que j'aime beaucoup où on voit des arbres au bord d'une forêt et puis un arbre, tous les chiens viennent faire autour de lui. Et puis le pauvre, il se lamente parce que tous les chiens l'ont choisi lui. Et puis c'est le plus bel arbre de la forêt. Et les autres disent, mais tu vois pas que tout l'engrais que tu as et comment ça te fait pousser. Donc en fait, même les pires choses qui arrivent peuvent se transformer en engrais. Et autour de l'arbre, en fait, il y a tout un écosystème qui se met en place. Et très souvent, on ne mesure pas. On parle de synergie, on parle d'acteurs, mais en fait, l'écosystème est beaucoup plus grand que cela. Ça veut dire qu'autour de la ville et dans la ville, une fois que le système se remet en place et qu'elle redevient vivante, alors il va y avoir tout un tas de processus qui reprend vie. Et on voit en permaculture que pour remettre en route tout un écosystème sur un territoire, il faut compter 7 ans. On a découvert ça après avoir choisi que pour le PTCE des Vivres et Muraux, on se donnait 7 ans pour une remise en route de la ville. Et donc, c'est vraiment ce changement. Alors, je reprendrai quelques mots qui ont été dits. Il n'y a pas de destin implacable pour une personne, et ça marche aussi pour une ville. Elle ne se résume pas à ce qu'on croit qu'elle peut être seulement. Et on peut devenir acteur. Et ça change tout quand d'un seul coup, on reprend la dynamique de la ville. Voilà, mais le retour, je pourrais encore dire beaucoup de choses, mais je m'arrête là et je te laisse la parole, Mickaël. Merci beaucoup, Jean-Marc. À ce moment, tu peux garder peut-être même le… Bon, bah, écoute, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, je vais prendre le relais. En tout cas, alors, je… Voilà. Alors, en tout cas, très, très intéressant le fait de penser nos villes en écosystème. Hein. Sylvain a commencé à aborder cette question-là, des interactions. Alors, pour le coup, en conclusion d'un petit peu de ce que tu dis, Jean-Marc, moi, je voudrais peut-être synthétiser ça entre la pensée de la société ou des organisations en pyramide vers une organisation en réseau, voire en écosystème, qui est le réseau par excellence. Alors, pourquoi? Parce que la pyramide, il y a quelque chose qui est linéaire, qui n'est pas très agile, qui n'est pas très flexible, et alors que le réseau, par sa nature, multiplie les interactions, il y a toute une vie qui se met en marche, et c'est le propre de l'écosystème. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que dans toute l'organisation en pyramide, on est obsédé par la performance, et puis par les prises de décision, etc.
Et ce qui est étonnant, c'est que le fonctionnement en réseau, on va penser peut-être dans une entreprise, etc. Mais imaginons, vous êtes dans le quartier où vous habitez, je commence à faire connaissance avec mon voisin un tel, ma voisine un tel, on s'échange des bons procédés, on commence à être en contact, on se soutient, tiens, je garde tes enfants, tiens, j'avais trop de pain, etc. Enfin, il y a quelque chose qui commence à foisonner et qui amène en fait de la performance, qui amène de l'efficacité et de l'efficience aussi. Alors, et ce qui est étonnant, c'est que alors que notre système traditionnel voudrait beaucoup qu'on mise sur la compétence visible, sur la force visible, je suis infaillible, tu ne vas pas voir mes faiblesses, et on est en compétition, eh bien, pour qu'un réseau se mette en place, il faut qu'il y ait du relationnel. Et pour qu'il y ait du relationnel, en fait, il faut qu'il y ait de l'authenticité qui elle-même s'appuie sur la vulnérabilité. Et il y a des études sociales qui ont été menées aussi, qui montre que la vulnérabilité, pour qu'on puisse la vivre, c'est-à-dire que je puisse me montrer tel que je suis, aller vers l'autre, prendre le risque aussi d'être rejeté, il faut que j'ai de moi-même une image, en fait, la certitude de ma valeur et de ma dignité. Si je n'ai pas cette certitude-là, alors je me referme sur moi-même et je ne suis pas capable d'être en relation. Et donc, le réseau demande la vulnérabilité. Alors, c'est intéressant parce que qui dit confiance en soi, identité de soi, etc., dit aussi personne résiliente. Et donc, les personnes résilientes pointent aussi vers des communautés résilientes. Et donc, contrairement au système en pyramide où on va être dans la compétition, en réseau, on va être dans la solidarité. Il y a l'autonomie, chacun va pouvoir régler des choses à son niveau, mais pas dans l'indépendance. Je vais être dans la relation, l'interaction avec l'autre, et donc je vais pouvoir optimiser tout ce qui est à mon niveau, je vais pouvoir amener mon énergie, mes capacités, et donc tout comme ça se met en place. Hein. C'est la fourmilière, c'est l'arbre, c'est tout ce qu'on connaît autour de nous. Finalement, tout est organique, et il n'y a que nous, les êtres humains, qui nous organisons de manière mécanique, linéaire, et on réduit toutes les interactions. Et donc, en fait, ce basculement en fait, nous permet d'aller aussi vers la créativité. La créativité, c'est aussi la prise de risque. Pour accepter la prise de risque, il faut accepter d'être vulnérable. Quand j'accepte d'être vulnérable, je suis plus créatif parce que j'avance vers le risque et donc je prends le risque aussi de peut-être changer positivement les choses. Voilà. Donc, bon, je vais m'arrêter là. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Notre conférence va s'arrêter là sur nos partages, mais je vais passer encore une fois la parole à Philippe Fournier, si tu veux bien nous proposer une conclusion à nos échanges. Et puis après, il y aura un temps de réaction pour ceux qui veulent poser quelques questions ou amener quelques commentaires. Donc, Philippe, à toi la parole. Oui. C'est bon là, vous m'entendez? Tout à fait. Voilà, merci. Alors je voulais dire tout de suite que à travers l'accompagnement vers la résilience, nous n'avons pas établi une nouvelle méthode. Non. Non, parce que nous allons devenir prisonniers de notre méthode, comme de tout schéma. Nous devons rester vigilants dans l'émerveillement. On va dire plutôt oui à un état d'esprit qui est fondé sur le respect, sur la gratuité, sur l'émerveillement. J'aime beaucoup cette notion d'émerveillement. Jean-Marc en a parlé tout à l'heure. On n'analyse pas, et plusieurs l'ont évoqué, on n'analyse pas les problèmes, on regarde ce qui fonctionne, on le regarde ensemble, et à partir de là, quelque chose va grandir. Nous disons aussi non à la tyrannie du résultat, ça vient d'être évoqué par Michael, et à cette réactivité qu'il faudrait avoir. Nous préférons développer la capacité de répondre. Répondre, c'est comme responsable, c'est la même origine du mot. Donc, la réactivité, c'est privilégier le maintenant. La réponse, c'est penser à demain. La réactivité, c'est basé sur l'émotion passagère. La capacité à répondre, c'est basé sur la réflexion. Et en ce qui nous concerne, c'est basé aussi sur la foi et sur la conviction de l'amour de Dieu inchangeable. Voilà. C'est ce qui nous donne aussi cette dignité. La réactivité, c'est ce qui nous fait nous focaliser sur la situation, et la capacité à répondre, ça nous fait voir l'histoire en plus grand. Jean-Marc vient de parler de 7 ans, enfin voilà. La résilience bâtit doucement. Une personne nous a appelé il y a peu de temps, elle avait séjourné chez nous il y a peut-être 8 ans.
Ah oui, oui, ben, ça va bien maintenant. Ah, oui, oui. Ah bon, mais vous vous souvenez de nous? Ah ben oui, parce que quand on a été accueillis, alors qu'on vient d'accoucher d'un petit bébé, c'est inoubliable dans la vie. Ah bon, d'accord. Ben voilà, il lui a fallu 8 ans pour le dire. Et maintenant, elle aide des personnes autour d'elle. Voilà, nous disons non au désir de paraître et nous disons oui au soutien à tout brin d'autorité détenu par l'autre, car je crois que nous détenons tous une parcelle d'autorité, c'est-à-dire que nous refusons ce dénigrement permanent de l'autre. À travers la crise du Covid, je suis frappé combien se déploie à la fois la solidarité, mais se déploie aussi cet état d'esprit de dénigrement de tout le monde, des pouvoirs publics, des médecins, et tour à tour, c'est les uns qui dénigrent les autres qui dénigrent les uns. Comment voulez-vous qu'on puisse se repérer et bâtir une société ou un groupe résilient dans ces conditions? Non, il y a d'un côté, oui, tout ce qui touche à l'éducation, les parents, les éducateurs, les pasteurs, les prêtres, les imams, tout ça qui font grandir dans ce que c'est que la vie. Il y a de l'autre côté tout ce qui est structurant par rapport à la loi, les gendarmes, les juges, les pouvoirs publics, les enseignants. Il y a aussi la rue, la société, les bénévoles, les gilets jaunes, tous ces différents acteurs qui se dénigrent mutuellement, on n'avance pas. Donc nous disons non à ce désir-là de paraître et de dénigrer, et nous soutenons tout ce que possède l'autre. Voilà. Et enfin, pour terminer, la dernière diapositive, voilà. Nous allons donc agir pour restaurer la justice, le droit, l'équité, la dignité, on en a parlé, l'engagement, la solidarité. Mais dans ce combat, Éric Fiat, un philosophe actuel, nous dit que si quand les hommes sont unis, ils n'ont plus tant besoin de justice. En revanche, s'ils sont justes, ils ont toujours besoin d'un brin d'amour. Alors, aimons-nous. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. Ça sera la conclusion de notre échange. Et donc, on veut proposer librement aussi, si les uns ou les autres veulent avoir un mot de réaction. Alors, ce n'est pas toujours évident puisque les contributions se sont enchaînées, de se dire, et maintenant, est-ce que moi, je vais amener quelque chose? Mais ben, finalement, on va pousser notre démarche jusqu'au bout. On croit aussi que toutes les personnes qui sont là sont participantes de la réussite non seulement de cette soirée, mais aussi de tout ce que nous sommes comme association, comme nous sommes comme société. Alors, on ouvre en tout cas la possibilité à la participation. Et comme le dit des fois Jean-Marc, poser la première question, c'est toujours difficile, alors on peut passer directement à la deuxième question. Et donc, sur le plan pratique, pour poser les questions, donc en cliquant sur le nombre les participants, vous avez la liste qui s'affiche en dessous, et sous cette liste, vous avez levé la main. Donc, vous pouvez lever la main et on vous active le micro. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ou ça peut ne pas être une question, une réaction, ça peut être, voilà. Beaucoup participent aussi et sont en action dans une structure ou dans une autre et à votre propre niveau, enfin si ça vous, voilà, ce que ça fait émerger. Alors Philippe, donc j'ouvre le micro et puis ensuite Elsa. Oui, j'avais une question à poser à Sylvain. Comment, à Sylvain en Albanie, comment a démarré cette solidarité autour de la distribution alimentaire? Qui a pris la première initiative? Enfin, comment elle s'est, quel est le regard qui a créé ça? Je dirais que, en prenant conscience de la gravité et du manque de nourriture dans les familles, avec nos équipes, on a fait ce premier pas en fait de faire des colis de nourriture. On a eu besoin de faire un appel de dons en ligne et donc dans la participation, évidemment, il faut mentionner les volontaires, les donateurs en France qui ont répondu généreusement. Ça, c'était un encouragement. Mais ce qui s'est passé, c'est j'ai été surpris
par l'impact du paquet de nourriture auprès des familles. Alors qu'on était dans une dynamique depuis des années de réduire l'aide, l'assistance, le vêtement, la nourriture, l'aide financière, pour réduire la dépendance et casser cette chaîne de relations, d'aide qui finalement stigmatise la personne. Dans le cadre du virus ou d'une situation qui était sérieuse, le paquet de nourriture a vraiment eu un poids très fort. C'était vraiment l'élément de partager son pain avec l'autre. Et pour ça, j'ai vraiment été surpris de l'impact que ça avait en termes de relations. Donc, voilà, c'était un peu une nouvelle dynamique. Et à partir de cette relation, les familles roms, adultes et jeunes, ont exprimé le désir de dire, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que les gens qui sont dans le besoin ont besoin. Donc nous, on est prêts à venir vous aider, à mettre en carton et à donner un coup de main sur la distribution. C'est vrai que sur le mois de mai, on a pu distribuer 7 tonnes, plus de 7 tonnes de nourriture mise en carton et portée à main dans les cas les plus extrêmes qui nous ont été référés. Donc, voilà, il y a eu un premier pas de notre côté, mais il y a une réponse très forte et spontanée de la part de la communauté qui est habituellement reste en tant que victime, en tant que communauté qui est dans le besoin, et là qui a vraiment fait un pas auprès d'une communauté plus large, l'ensemble des gens qui peuvent être dans le besoin et qui peuvent être touchés par la faim. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, Philippe, mais c'est de cette façon-là que justement il y a eu un rôle d'acteur et on voit la communauté grandir, non plus comme nécessiteux, mais comme de personne à personne. On s'entraide entre nous quand il y a besoin en tant que membre du centre communautaire, mais au-delà de ça, de devenir acteur auprès d'autres qui ont besoin. Et ça, c'était une étape qu'on n'anticipait pas ou qu'on n'avait pas forcément imaginé et qui nous encourage. Et merci. Ensuite, on a une question de Elsa. Voilà, j'ai activé ton micro. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bien. Alors, je n'avais pas vraiment une question, mais je voulais vous remercier pour ce partage que vous avez fait ce soir. Ça nous a beaucoup apporté, beaucoup fait réfléchir. Ça nous encourage aussi beaucoup. Et les actions que chacun d'entre vous menez au quotidien avec Dieu, eh bien, nous sont porteuses d'espoir et nous encouragent à notre niveau à réfléchir aussi comment agir autour de nous dans notre société. Donc, merci beaucoup et que Dieu continue de vous bénir sur vos chemins respectifs. Merci beaucoup, Elsa. On va laisser la dernière chance. Si quelqu'un doit encore réagir, c'est possible. Ah, on a Céline. Oui, désolée, j'ai un petit souci de connexion. Donc, merci beaucoup. Vous m'entendez? On t'entend, ça a tendance à venir et à repartir. Peut-être qu'il faut stabiliser le micro. Désolée, là ça va mieux? Ça a l'air d'être mieux. D'accord. Du coup, moi j'avais une question pour Tony. C'était sur l'accompagnement psychologique des personnes donc victimes de violences extrêmes. Je voulais savoir comment cela s'organisait en fait. Comment à Otema on organise. Ça, c'est ma première question. Oui. Et la deuxième question, ce serait ce serait plutôt une remarque en fait. C'est que moi, je travaille en fait dans les questions d'enfance, dans le milieu associatif. Il y a vraiment quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est le témoignage sur la famille et sur Trampolina. C'est cette façon dont on a éduqué les enfants.
pour moi, les enfants aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'hyper crucial parce que eux, dès aujourd'hui et aussi demain, vont donner cette perspective dont on a parlé à la société. Donc, moi, je travaille surtout sur des concepts comme les droits de l'enfant. Je suis très proche des concepts de Janusz Korczak. C'est vraiment cette notion de redonner aux enfants ce pouvoir d'agir, ce pouvoir de réfléchir, ce pouvoir de se projeter, pour pouvoir en fait vraiment agir sur cette société qui est actuelle et qui sera aussi pour eux demain, quoi. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui me frappe, qui me choque. Et c'est vraiment le moteur aujourd'hui. Et merci pour cette conférence parce qu'elle m'a activée à nouveau. Je le fais quotidiennement, mais là, ça m'a redonné encore beaucoup plus d'énergie pour continuer à aider ces enfants. Et j'espère rencontrer donc, les acteurs aussi donc, qui sont en Albanie et à Trombolina. Voilà, c'est la dernière chose. Merci beaucoup, Céline. Alors, le son n'était pas excellent, mais je crois qu'on a compris, en tout cas, au-delà de la première question, l'intérêt que tu portes à la place de l'enfance, et en tout cas de l'enfant comme acteur essentiel qu'il faut accompagner dans sa participation à la société. Et alors, Tony n'est plus connecté. En tout cas, il y aura la possibilité, si tu veux, on pourra en reparler, mais je vais répondre rapidement, mais il aurait plus de choses à dire. Il y a dans l'accompagnement que Tony met en place, donc au-delà de tout l'aspect médical dont il prend et qu'il prend en charge, il y a toute en fait cette association, le Cœur de Compassion. Il y a un groupe de femmes constituées qui sont formées à l'accompagnement et qui accueillent ces femmes, à la fois, donc ces femmes traumatisées retrouvent un lien social, un regard, une réintégration qui fait contraste avec la situation dans laquelle elles étaient avant, évidemment puisqu'elles étaient marginalisées à cause de leur état de santé qui provoque la honte, etc. Donc première chose. Et puis l'aspect de les... Tout à l'heure, Sylvain a parlé de la capacitation des personnes. Il y a aussi ce principe-là de former ces femmes à la culture, à la couture, à l'élevage, etc., au petit commerce, petit artisanat. Et donc, il y a vraiment cette articulation entourage, capacité, remise en action. Mais voilà, ça sera la réponse que je vais proposer pour cela. Et puis, on pourra à l'occasion en reparler si tu veux avec Tony. Alors, du live Facebook remonte une question. Peut-on savoir en gros les étapes permettant la mise en œuvre de projets favorisant les liens sociaux muraux? Donc là, je vois que si Caroline est connectée, elle doit se dire pourvu qu'il ne se lance pas dans la réponse à la question, parce que sinon, ça va partir encore pour 1 heure. Donc, je ne répondrai pas à la question. Je vous encourage juste, en fait, on aura l'Assemblée générale de Vivre les Muraux mardi prochain, le 19 à 19h. C'est facile à se rappeler, sur Zoom. Le lien, je vais le mettre dans le chat, mais dans l'agenda de lesmuraux.info, vous pouvez trouver. Et cette Assemblée générale sera visible par tous et vous verrez les différentes actions qui sont menées. Voilà, parce que si on commence à rentrer dedans, ça peut être un peu long. Donc, on se donne rendez-vous. Tu as dit, c'est le combien? Le 19 à 19h. De 19 mai, hein? Oui, le 19 mai. 19 mai à 19h, donc sur Zoom aussi. Donc, la date est posée. Alors, on s'était engagé pour une conférence d'1 heure et demie. On a dépassé d'1 quart d'heure. On reste encore correct. Si ça vous convient, je vous propose qu'on s'arrête là. Je ne vois plus de mains levées. Donc, j'ai envie de dire à charge de revanche pour continuer à échanger les uns les autres. Je crois qu'on a le moyen de se remettre en contact pour continuer à élaborer. Et c'est la nature de l'écosystème de créer des petites entités qui créent, qui imaginent, qui s'encouragent et qui innovent. Alors, pourquoi pas imaginer de nouvelles choses à partir des gens qui sont là, représentés à droite et à gauche.
Et on active tous les micros d'un seul coup. Si jamais vous voulez dire un petit mot ensemble, voilà, les micros sont ouverts. Terminer cette soirée, c'est dire au revoir. beaucoup. Merci. Merci. Merci.